Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Si je m'étais retrouvé au Moyen-Âge, il m'aurait probablement fait frire sur un bûcher comme hérétique. Passion médiéviste, les hors-séries. Je comprends, ça change et ça ne change pas, quoi. Bonjour à toutes et à tous. Les hors-séries de Passion médiéviste, il n'y a pas vraiment de règles. Si ce n'est que comme le titre l'indique, on change du format habituel que vous retrouvez tous les mois dans votre application de podcast préférée, où je reçois des jeunes chercheurs et chercheuses en histoire médiévale. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a déjà été mentionné par-ci par-là dans plein d'épisodes. On va parler de la révolution de l'écrit au Moyen-Âge, expliquer un peu comment l'écrit a changé de statut, comment l'écrit est devenu encore plus important au Moyen-Âge en faisant des liens avec plein de choses. Et alors, je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et auditrice. Je vous avoue qu'aujourd'hui, je me fais un cadeau à moi-même avant tout. Parce que j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir un historien que je voulais interviewer depuis longtemps, qui en plus est un spécialiste du sujet du jour. Ça tombe bien. Et je l'ai d'ailleurs mentionné plusieurs fois, et même j'ai fait des références à ses livres dans les épisodes. Et promis, je ne suis pas payée pour ça. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Paul Bertrand. Bonjour Paul. Bonjour Fanny. Je te reçois parce que tu es donc historien belge, professeur en histoire médiévale à l'Université catholique de Louvain, et tu es donc spécialiste des cultures graphiques et textuelles médiévales. Tu es notamment auteur du récent Forger le faux aux éditions du Seuil, sorti en 2025, mais aussi, on en parlera, du plus ancien, Les Écritures ordinaires, sorti aux éditions de la Sorbonne en 2015. Et auditrice qui écoutait en podcast, le son aujourd'hui est un petit peu différent parce que vous le savez, j'aime bien enregistrer en dehors, et en fait, il se trouve qu'aujourd'hui, nous sommes à Louvain-la-Neuve, dans l'université, avec un public qui est très présent. Ils sont très sages, hein, vraiment. C'est tous ces étudiants ici ? Oui, pour la plupart, c'est tous mes étudiants, tout à fait. Je les ai tous eus, tous le plaisir de passer devant moi à un moment ou à un autre. Et j'ai donc une première question qui est un peu rituelle dans Passion médiéviste. Je l'étends un petit peu. Vraiment, revenons un petit peu au début de tes recherches. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des recherches sur le Moyen-Âge ? Alors, le Moyen-Âge, ça me vient de très très loin. Ça me vient de mes premières années d'université. Au départ, je voulais faire de l'archéologie. Et puis après l'archéologie, je suis passé à l'Antiquité. Et puis à l'Antiquité, j'ai commencé en première année d'université. Et puis ça ne marchait pas si bien que ça, j'aimais pas trop. Et par contre, j'avais un prof, c'était à Namur à l'époque, en deuxième année, qui parlait d'histoire du Moyen-Âge et notamment de l'écrit, de la géographie, de l'histoire des vies de saints. Et ça m'a fasciné. C'était quelqu'un qui était très, très imagé, qui arrivait à faire adorer son sujet. Et le Moyen-Âge, qui me paraissait être une période sombre, lointaine et un peu épouvantable, est devenu tout d'un coup le sujet à étudier. Et donc, tu vas nous parler effectivement de ces sujets, de l'écrit. Et alors, les pratiques de l'écrit, raconte-nous déjà en thèse, au moment de tes premières recherches, tu as travaillé sur quoi ? Alors là aussi, c'est un chemin. En fait, toute ma carrière, c'est un chemin. Donc, j'ai commencé avec le Moyen-Âge, j'ai commencé par faire un mémoire de master sur de la géographie médiévale, l'histoire des vies de saints, une sainte perdue de la région de Maubeuge. Déjà comme ça, je commençais à m'intéresser un peu aux documents, mais surtout aux vies de saints, à l'écrit, mais davantage dans une perspective, le culte au Moyen-Âge. Et puis, j'ai commencé alors une thèse. Au départ, on me demande de travailler sur un fonds d'archives, qui était un fonds d'archives conservé à Liège, et je choisis de travailler sur les fonds d'archives des ordres mendiants, c'est-à-dire c'est des moines qui ont pour objectif de vivre en ville et théoriquement de vivre pauvrement. En fait, pas du tout, mais ils font semblant. Et là, ils produisent, comme ils font semblant, ça veut dire qu'ils ont pas mal de revenus, et donc pour gérer tous ces revenus, eh bien, il leur faut de l'écrit. Ils gèrent avec de l'écrit. Et on y est. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, mais tout ce que j'ai appris lorsque j'ai étudié les vies de saints, la codicologie, toutes des disciplines au nom épouvantable, mais qui sont géniales à utiliser, mais tu connais ça. J'adore. Voilà, donc... on va expliquer, promis. J'y vais plus vite. Donc, lorsque j'ai commencé à travailler sur ces documents d'archives, là, je me suis dit, mais tout compte fait, tout ce que l'on fait sur les vies de saints et sur les manuscrits de vies de saints, la codicologie, la paléographie, l'étude de l'auteur, la recherche du public, tout ça, mais on pourrait le faire aussi avec les documents d'archives.
Et c'est là que, en 98, 98, j'étais un des premiers à me lancer dans cette recherche-là, en essayant d'appliquer les techniques d'histoire des pratiques de l'écrit aux documents d'archives. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est que tu dis qu'à l'époque, c'était pas une habitude, on regardait pas trop les documents sous cet angle-là ? Ah non, pas du tout. Au contraire, c'était même totalement... personne n'imaginait que ça pourrait être possible. On utilisait la source comme vraiment un lieu où on va puiser pour rechercher des informations. Avec que le contenu, quoi. Que le contenu. Et là, c'était la première fois. Et pour tout te dire, à un moment, j'ai décidé, j'étais en pleine thèse, on était en 96, 96, et là, tout d'un coup, je vois des chartes. Vous voyez les chartes, feuilles de parchemin avec des sceaux qui sont pendus. C'est des accords entre les gens en général. Voilà, exactement, des contrats. Et je me dis, mais tout compte fait, tous ces documents ont été pliés. Et si j'étudiais la façon dont les gens du Moyen-Âge ont plié les chartes, pour essayer de comprendre comment ils les géraient, comment ils les classaient, est-ce qu'ils avaient des méthodes ? Est-ce qu'on peut voir qu'il y avait certains qui étaient plus obsessionnels que d'autres et qui commençaient à plier dans un sens ou dans un autre, d'abord le dessus vers le dessous ou le de gauche vers la droite ? Eh bien, ça marchait. J'ai mis en place toute une méthode d'étude de des typologie, plis de chartes. Quand j'ai publié ça, parce que je l'ai publié après, j'ai passé pour un fou. Mais c'est pas grave, c'était très bien. Et maintenant, c'est bien parce que je suis devenu le spécialiste de l'histoire des plis de chartes. Alors, tout le monde m'admire beaucoup pour ça. Très précis, effectivement. Ouais. C'est un des éléments forts. Je pense que plus tard, c'est comme ça qu'on se souviendra de moi. Mais on va voir que tu as plein d'autres spécialités. On arrive au sujet, donc j'ai envie qu'on parle aujourd'hui, la révolution de l'écrit. Alors, c'est un joli titre, et peut-être que les gens qui nous écoutent, mais c'est-à-dire quoi la révolution de l'écrit ? On parle d'Internet ? Non, on va parler, quoique presque, c'est presque aussi important qu'Internet, voire plus. On va poser un petit peu le contexte. Cette révolution de l'écrit, elle se passe à quelle époque ? Qu'est-ce qui se passe un peu à cette époque-là ? Alors, ça commence au XIIe siècle, ça se poursuit, ça s'accélère au fil du XIIIe siècle et ça explose à la fin du XIIIe, début XIVe siècle. En fait, il ne faut pas imaginer un interrupteur où tout d'un coup on appuie dessus et voilà qu'on commence à écrire de plus en plus. L'an 1 et d'un coup on écrit vachement. Non, c'est plus long. Voilà, c'est lent, c'est long, mais c'est pas mal. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? On est dans un monde au XIe, XIIe siècle où on a perdu le sens de l'écrit, la valeur de l'écrit. L'écrit est plus tellement important, ça n'a plus tellement de valeur juridique, ni même sociale. Bon, c'est chez les moines, c'est bien. Là, on continue à utiliser beaucoup l'écrit. Mais ailleurs, c'est pas... Mais quand tu dis on l'a perdu, ça veut dire qu'on l'a eu à un moment... Voilà, on l'a eu à un moment. Avant ça, l'écrit avait une vraie valeur dans l'Antiquité. L'écrit a une grande valeur juridique, sociale, c'est important d'écrire, il y a des écoles d'ailleurs. Et puis alors, à l'époque mérovingienne, ça commence à décroître, parce que, par exemple, c'est la crise économique, la crise politique, parce que les écoles disparaissent, parce que tout ça se retrouve capté d'une certaine façon par l'Église qui les réserve, parce qu'il y a plus grand monde qui sait écrire, qui les réserve uniquement à quelques clercs. Donc, il y a une diminution de l'écrit, et puis on perd le latin aussi, le beau latin d'avant. On perd le latin, carrément. On garde un latin, oui, on perd son latin, mais on garde un latin de cuisine. On garde un latin qui est vraiment très, très moche à utiliser, donc on perd un peu tout. Et donc, l'écrit commence se perd un peu. Il revient à l'époque de Charlemagne. Charlemagne, c'est la fameuse réforme carolingienne, avec donc l'écriture caroline. Et par cette réforme, Charlemagne veut que l'écrit reprenne de l'importance. Il avait compris que ça avait un certain poids, notamment pour gérer son empire. La thune toujours, en fait, de toute façon. Évidemment, il n'avait pas le choix. S'il voulait que ça tienne, il fallait que ça roule. Donc là, il y avait cette idée de tenter d'organiser les choses le mieux possible, à la fois sur le terrain administratif, mais aussi religieux, car Charlemagne voulait que tout le monde soit de bons chrétiens et voulait hausser le niveau du christianisme, qu'on soit à un bon niveau, que tout le monde soit sauvé et que lui soit au-dessus de tout le monde. Donc voilà, c'était un bon plan en quelque sorte. Sauf que, après Charlemagne, c'est la catastrophe. Et là, il y a une décrue, alors qui est très variable. Il y a des endroits où ça décroît moins, des endroits où ça décroît fort. Et de manière générale, l'écrit perd du terrain. Et a de moins en moins d'importance juridique et sociale. En fait, ça veut dire que quand vous faites un contrat, vous n'avez plus besoin véritablement de passer par l'écrit. Donc c'est-à-dire que les gens avaient très confiance en eux ?
Ou juste la parole avait vraiment plus d'importance que l'écrit? Ça veut dire que la parole avait un petit peu plus d'importance. Ça veut dire que tout simplement, on fait plus confiance dans le document lui-même. Tu arrives devant au tribunal avec une charte, ça n'a pas autant de poids que les témoins qui ont assisté à la conclusion du contrat en oral devant tout le monde lorsque on a fait la vente, on a fait l'achat. Là, il y avait des témoins qui assistaient. C'est un peu comme maintenant quand on vous achète une maison que vous passez devant le notaire, c'est la même chose. Il y a des témoins qui sont censés être là. Eh bien là, les témoins du Moyen-Âge comptent alors au Xe, XIe siècle beaucoup plus que l'écrit. Et qu'est-ce qui a changé alors au XIIe siècle? Alors au XIIe siècle, c'est encore la preuve que le Moyen-Âge, c'est génial. Parce que le Moyen-Âge, on est d'accord. C'est un très bon slogan. Moyen-Âge, c'est génial. Tout change sans arrêt. Le Moyen-Âge n'est pas un long fleuve tranquille où les choses bougent jamais et où on est dans une espèce de couloir vers la période rêvée, mais qui en fait est une période sans importance. On l'a tous bien compris, de l'époque moderne et de l'époque contemporaine. Là, au contraire, on est devant un lieu, un temps où tout change et tout se développe magnifiquement, avec des temps forts, des temps faibles. Et là, c'est un temps fort. C'est un temps fort qu'il y a quoi ? Eh bien, il y est, par exemple, à la reprise d'une économie monde. Économie Europe, on va dire. Ça commence à circuler plus. C'est aussi le temps de l'université. C'est le temps des villes qui se développent. C'est le temps du droit qui renaît. Le droit romain, mais aussi on commence à créer son propre droit, y compris le droit de l'Église. Donc, un peu partout, tout un développement, y compris le développement politique. C'est le développement des grands royaumes, c'est le royaume de France, c'est l'Empire qui reprend du poil de la bête, c'est le pape, évidemment, qui, lui, il va à plein tube, et c'est le développement de l'Église triomphante, avec le pape comme un personnage tout-puissant. Et tous ces gens-là, ils ont besoin d'une seule chose pour que tout roule, de l'écrit. Et donc, on commence à plus s'écrire. Une question que j'ai aussi, c'est que, tu l'as dit, on avait un peu perdu cette forme de l'écrit. Donc là, on trouve aussi plus de personnes qui écrivent à cette époque-là. Forcément, si on a besoin davantage d'écrits, il y a des gens qui vont prendre la place. Alors au départ, c'est des religieux, c'est des clercs, parce que l'écrit, c'est resté assez actif dans les milieux religieux. Donc au départ, c'est des clercs. Oui, on va chercher ceux qui savent écrire, voilà. Les religieux. Et alors, ils vont écrire à l'extérieur. Ils vont écrire hors du monastère, hors de la paroisse, hors des endroits religieux. Et ils vont commencer à écrire pour des laïcs. Et alors, ils vont écrire de manière très large. Et puis, ils vont commencer aussi à faire école. Ils vont véritablement tenir des écoles. Et ces écoles on ne va pas y apprendre évidemment les grandes matières qu'on apprend maintenant nous, mais on va surtout apprendre à lire, à écrire et à compter. Parce que le plus difficile, c'est compter. Donc, dans la gradation, lire, c'est bien. Écrire, c'est très bien, mais c'est très difficile. Compter, c'est très très bien, mais c'est vraiment très difficile. Donc là, c'est un peu ce qu'on va essayer d'apprendre dans ces petites écoles, et ça va marcher. En Italie, c'est la même chose. On va apprendre l'art de l'écriture et du calcul dans les boutiques de notaires, notamment. Au XIIIe, XIVe siècle, ça va être une habitude. Et à ce moment-là, l'écrit sort du monde religieux et rentre dans le monde laïque. Et les laïcs commencent à écrire à leur tour. Et c'est à ce moment-là, comme par hasard, qu'on voit alors des textes en langue vernaculaire, vulgaire, comme on dit en ancien français, en ancien wallon, qui commencent alors à sortir des plumes et qui vont raconter des récits qui sont des chansons de gestes, des textes romanesques. La littérature sort du monde ecclésiastique et rentre dans le monde. Et justement, quand on dit révolution, c'est que, et ça, je trouve c'est assez révélateur de parler un peu de chiffres, c'est que là, notamment dans tes études, tu as bien vu que oui, il y a un moment, on a un vrai bond. C'est pas juste, oui, c'est un peu augmenté. On passe vraiment du simple au centuple, quoi, en quelques siècles. Ah oui, ça c'est le plus fascinant en fait. On l'a tous vu, et les étudiants qui sont ici, qui ont dû souffrir avec moi dans les travaux, l'ont bien vu à un moment. Il suffit de regarder un inventaire d'archives ou un catalogue de bibliothèque. Alors on regarde et on compte le nombre de documents du 9e, 10e, 11e. Souvent, dans une maison religieuse ou dans une institution, quelle qu'elle soit, on n'a vraiment pas grand-chose. Et puis à partir du XIIe siècle, on voit que ça commence à augmenter. Et là, on passe du simple au double. C'est pas encore énorme, mais ça fait quand même, pour une maison, une abbaye quelconque, là, on passe de 3-4 à tout d'un coup 50.
Et puis alors, lorsqu'on arrive au XIIIe siècle, là, c'est la folie complète. Et là, ça augmente de manière logarithmique de plus en plus, surtout à partir de 1250. 1250, 1260, 1270, 1280, 1290, là ça part vraiment en pic. Et là, c'est pour le XIIIe siècle, on monte à une centaine, 150 documents, et le XIVe, là c'est la folie, on est à... Voilà, ils en ont trop. Voilà, ils en ont beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. Là, on voit bien qu'on arrive à des périodes beaucoup moins intéressantes, surtout au XVIe siècle. Là, c'est fini, là c'est terminé, on n'a plus besoin d'étudier, c'est fini, là... Et qu'est-ce qu'on écrit? On a commencé à le dire un petit peu, donc on a ces chartes, ces contrats, mais j'ai l'impression qu'aussi on a une diversité d'écrits qui commence aussi à se déployer. C'est très bien, tu as bien lu mes livres. Non, c'est vrai. C'est vrai que les choses se déploient sous des tas de formes différentes. Et notamment, il y a une explosion du type de document. Il faut dire que jusque-là, à la fois on sélectionne d'abord ce qu'on produit, on produit toujours les mêmes choses. Toujours les mêmes types de chartes, toujours les mêmes types de livres, les mêmes types de manuscrits. Puis surtout, on les garde. On fait très attention de ne pas garder tout. On garde uniquement certains types de documents, notamment les documents religieux. Là, on les sélectionne. C'est notamment les documents qui servent à célébrer les messes. Mais au-delà, on n'en fait pas trop. À partir du XIIIe siècle, non seulement on va commencer à produire des tas de documents différents, mais on va les garder aussi davantage. Et tous ces documents différents vont partir en vrille. On va commencer à les créer sous toutes les formes possibles. Qu'est-ce qu'on a comme innovation de l'écrit à l'époque, par exemple ? Par exemple, on va commencer à créer, chez les laïcs, tu vas commencer à avoir des livres de raison. Alors, c'est bien ça, les livres de raison. Les gens qui ont écouté l'épisode que j'ai consacré à mon mémoire de recherche il y a fort longtemps comprennent mon émotion. Mais oui, je sais. Qu'est-ce que c'est un livre de raison ? Alors, un livre de raison, parfois c'est un livre de famille. C'est un livre qui est tenu dans une famille qui est plus ou moins importante. Ça dépend. Souvent, c'est une petite famille seigneuriale, une famille de marchands. C'est à la fin du Moyen-Âge. Donc, on est quand même petit niveau. Quoi. C'est quand même un petit niveau. Oui. On tient son petit niveau. Mais j'ai un livre de raison que j'ai trouvé du côté de l'Allemagne, que je viens de découvrir, qui est de la fin du XIIe siècle. Donc on en a déjà, alors c'est seigneurial toujours, mais le seigneur fait tenir un petit ouvrage qui est exactement dans cette ligne-là. C'est un ouvrage complètement bricolé. C'est entre un livre de contes, un livre de notes, voilà. Une sorte de chronique. En fait, c'est assez protéiforme. Voilà, exactement. Il y a de tout là-dedans. Il y a en effet les comptes de la maison, mais il insère aussi toutes les chartes qui sont liées à ses propres propriétés parce qu'il pense fait des copies, à l'avenir. Voilà. Il pense à l'avenir, il pense à ses enfants. Donc il fait une sorte de livre de famille. Et puis il y a aussi de temps à autre, lorsqu'on est à la fin du Moyen-Âge, vraiment il y a des textes narratifs où on raconte les choses qui se sont passées. Donc il y a, au sein de la famille, il y a vraiment de tout. Comme tu dis, c'est protéiforme. Et ça, c'est quelque chose de neuf. Et que les familles créent de toutes pièces avec des objectifs précis. Créer une mémoire familiale d'abord, pour avoir une mémoire du groupe, mais aussi en pensant à l'avenir. Et aux enfants, pour qu'ils aient une sorte de document, un guide, pour que quand il y aura héritage, quand il y aura transmission du patrimoine, les choses soient bien claires, qu'on sache où sont les revenus, où sont les biens, et donc qu'il n'y ait pas de problème lorsque le pire sera venu, c'est-à-dire quand les parents ne seront plus là, et que le meilleur sera venu, qu'ils seront seuls aux commandes. Mais en fait, cette révolution de l'écrit, on pourrait aussi l'appeler la révolution, et tu as commencé à le dire, de la conservation. C'est ce que tu disais parfois, c'est qu'il y avait des documents qu'on écrivait, mais en fait, on le perdait. D'ailleurs, on en reparlera aussi après, mais est-ce que là, du coup, à cette époque-là, parce qu'on peut se dire peut-être qu'avant, ils écrivaient autant, mais ils n'ont pas conservé. Là, est-ce qu'on est sûr qu'on a plus écrit et on a plus conservé ? Alors, les deux. On a plus écrit, on a plus conservé. Avant, de fait, on a beaucoup détruit. Pour une raison très simple, c'est que... on a détruit, en fait, c'est aussi vraiment l'intention de détruire. Non, pas c'est vrai que j'exagère peut-être. Disons qu'on a laissé tomber. Peut-être que par certains côtés, on a détruit, mais j'ai des difficultés pour le dire. Là, on n'a pas de retour là-dessus, des médiévaux eux-mêmes. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne se préoccupaient pas de la conservation, mais parce que le document n'a pas de valeur. Tout simplement. Si le document n'a pas de valeur, tu ne le conserves pas. On ne va pas conserver, nous, les documents qui sont dépassés ou on sait qu'on n'en aura plus besoin. Donc on va les laisser tomber, les jeter, les recycler. Au Moyen-Âge, on aime recycler. Et donc là, à cette époque-là, on conserve un peu mieux. Comment, d'ailleurs, tu as dit qu'on ne s'en préoccupait pas avant. Donc là, à ce moment-là, comment est-ce qu'on conserve les documents ? Alors, on les conserve de plein de façons différentes. On les conserve d'abord simplement en les reliant correctement ou en les pliant correctement.
Et donc là, on plie bien ces documents pour qu'ils soient ainsi bien rangés. Et d'ailleurs, les systèmes de pliage apparaissent et se développent au cours du XIIIe, XIVe C'est siècle. fou que se dire que quelque chose d'aussi simple que de plier un document, parce qu'avant c'était plutôt, on avait beaucoup de documents roulés, Ouais, exactement. et là on les plie. Et là, on commence à les plier. Mais c'est beaucoup plus simple, en fait. Tu as une petite charte, une petite feuille de parchemin. Si tu dois la rouler, qu'est-ce que tu fais avec le seau? Il pend dans un coin. Donc là, il est là et il pend et tu sais pas quoi faire avec. Ça devient embêtant. Donc là, par contre, si tu le plies, c'est toute la finesse du médiéval est là. Hop, tu le plies, tu glisses le seau à l'intérieur quand tu le plies. Et le document plié, le seau est à l'intérieur. Il est même protégé. C'est même encore mieux. Donc voilà, le document plié, et puis alors quand tu as plié ton document, tu vas écrire sur le côté plié tout le résumé du document. C'est encore plus facile. S'il est roulé, vas-y pour écrire, tu as une ligne éventuellement sur le document roulé, mais c'est tout. Mais donc là, ça veut dire que vraiment là, auditeur, auditrice, je vous imaginez pas à quel point je me fais plaisir là. Mais donc ça veut dire que c'est résumé. Ça veut dire qu'ils avaient la notion de se dire, il nous faut faire un résumé de ça. Donc on le trouve dès l'époque avec les mêmes mains que les rédacteurs, ou est-ce que c'est des mains un peu postérieures d'avoir cette volonté de se dire, mais même un peu comme aujourd'hui, on a la flemme de lire le document, hop, je vous ai fait un petit résumé là. Alors oui, il y a les deux. Il y a les documents qui sont dès le départ pliés une fois qu'ils sont rédigés, puis alors la personne qui l'a rédigé fait le résumé derrière. Et puis il y a alors ceux qui reprennent, les archivistes ou les bibliothécaires qui vont venir et qui ont envie de classer et qui se mettent alors à réécrire un nouveau résumé par-dessus. Parce que le premier résumé n'était pas assez clair, parce qu'il est effacé, parce que c'est du latin, et que tout qu'on fait, on n'y comprend plus rien. Et donc là, on le reprend et on le résume à nouveau. Et on met un tampon des archives par-dessus. Oui, mais ça c'est plus tard. Voilà. Et donc, ces documents, on les conserve dans quoi même que ce soit dans les maisons, chez les religieux, en général, c'est dans quoi? Parce qu'on a un peu cette image très cliché des étagères pleines de poussière avec les documents dans tous les sens. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est un peu mieux quand même? Alors, il y a de tout. On a encore à l'heure actuelle, dans certains musées, on a des armoires qui étaient les armoires d'archivage des grandes abbayes. Alors, ce sont des grandes armoires avec des portes ou des tiroirs dans lesquels on glissait les chartes par lot. Suivant que c'est telle région ou tel domaine, c'est dans tel tiroir, tel autre, tel tiroir. Alors souvent, avant de les mettre dans le tiroir, on les met dans un sac. Le sac, c'est un élément clé parce que ça permet d'avoir tous les documents d'abord protégés pour éviter qu'ils ne soient bouffés par les souris ou simplement qu'ils ne pourrissent. Donc là, ils sont dans le sac, fermés. L'affaire est dans le sac. Voilà, là que ça vient, l'expression pour de vrai, l'expression juridique. Ça vient vraiment de là. L'affaire est dans le sac. Je ne me trompe pas. Oui, tout à fait, c'est bien ça. Ok. Oui. Donc, et des sacs, du tissu, c'est du tissu la plupart du temps. On en a retrouvé quelques-uns, et on a aussi des sacs en parchemin qu'on peut retrouver de temps à autre. Alors c'est un peu plus compliqué à conserver, mais on a des espèces de seaux en parchemin construits dans lesquels on met les chartes là, qui sont pliées là aussi. Plié. Tout est autour du pliage. Là, les auditeurs vont se dire qu'il est obsédé, mais c'est pas grave. Ils sont habitués, on a toujours des obsessions dans ce podcast. Et donc là, les sacs sont des lieux absolument essentiels. Et sur les sacs, souvent, il y a des petites écritures aussi. On a conservé quelques sacs qui sont des traces de cet archivage de l'époque. Est-ce qu'on a des boîtes? Parce que on a fait un épisode sur les rouleaux mortuaires où on parlait de comment est-ce qu'on transportait donc ces fameux rouleaux. Là, est-ce qu'on a aussi, quand on doit transporter, ou est-ce qu'on a une petite version de voyage? Parce qu'on bouge beaucoup au Moyen-Âge, donc on a peut-être besoin de montrer ces chartes quelque part. Oui, alors il y a, semble-t-il, des sacoches dans lesquelles on peut conserver des chartes. Je n'ai pas vu en vrai, mais je sais que ça existe. Je sais aussi qu'il y a, pour les chartes, il y a aussi des boîtes en métal dans lesquelles on enferme le sceau. Des boîtes en métal médiévales? Des boîtes en métal médiévales, oui, des petites boîtes, fin du Moyen-Âge, 15e, 16e, c'est vraiment la fin. Et donc là, ça sert évidemment à se balader avec la charte sans que le sceau ne casse, parce que quand le sceau est cassé, ça a beaucoup moins de valeur, forcément. Donc voilà, il y a en effet des boîtes dans lesquelles on conserve les chartes pour se promener. Oui. Sur la question de la conservation, alors j'ai plus en tête, il y a eu une étude il n'y a pas très longtemps qui estimait, c'est vraiment Jean-Michel à peu près, mais qu'aujourd'hui on aurait à peu près seulement que 1/10, il y avait une estimation sur la production vraiment médiévale et qu'aujourd'hui en fait on n'aurait que 1/10 la production de l'époque. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est très variable. Il y a des endroits où on peut dire qu'on est au 10e. Tout est variable. Ça dépend si on considère
À quel moment on dit qu'on envisage le taux de conservation ? Si on envisage le taux de conservation pour le haut Moyen-Âge, c'est-à-dire jusqu'au XIe siècle, vu qu'on jette tout, là, à mon avis, on est de l'ordre, c'est pas du 10e, c'est de l'ordre du millième, du 10 millième, enfin, c'est vraiment pas grand-chose. Qui nous serait parvenu aujourd'hui, dans c'est rien, l'océan. quoi. Ouais. Lorsqu'on arrive au XIIIe, XIVe siècle, là, on peut considérer que pour le XIIIe, on est probablement autour du 50e de ce qu'on conservait. Quand on arrive au XIVe, XVe, là, on peut plus arriver au 10e, probablement. Et aussi, on a parlé, donc forcément, tu es spécialiste de la Belgique, on en a parlé, mais cette révolution de l'écrit, est-ce qu'on la retrouve dans toute l'Europe ? Ben oui, c'est un système qui est... Tout le monde s'est mis d'accord de « allez les gars, on écrit ». Alors ça, c'est le truc le plus étrange, qui n'est pas encore expliqué complètement. Alors, est-ce que c'est un système évolutionniste, comme on dit ? Est-ce que c'est partout en même temps, on a évolué et on a découvert, on s'est passionné pour l'écrit au même moment ? Ou est-ce que ça s'est diffusé ? Est-ce que c'est un modèle diffusionniste ? Probablement les deux en même temps. Ça a dû redémarrer certainement des nids dont je parlais tout à l'heure, des lieux où l'écrit était resté plus ou moins encore en place dans les milieux religieux au XIe siècle, XIIe siècle. Et c'est de là que ça a dû essaimer un peu partout, avec des temps d'accélération plus ou moins rapides suivant les régions. L'Italie, par exemple, redémarre beaucoup plus tôt. Mais l'Italie, ils sont tout le temps en avance. Au oui. Moyen-Âge, c'est embêtant au bout d'un moment. Hein. Oui, mais ils commencent plus tôt, mais ils n'ont peut-être pas autant de documents que nous en Belgique. Ah, c'est vrai ? Paradoxalement, oui, du point de vue de la production des documents d'archives et de la conservation, on est pas mal. Alors pour le haut Moyen-Âge, ils sont plus forts que nous, mais pour le reste, on est pas mal, on se défend bien. La conservation documentaire dans nos régions, les régions belges, elle est plutôt efficace. Donc si on doit un peu tracer la carte des pôles d'écriture dans cette révolution de l'écrit, tu dirais que c'est quoi ? Alors, l'Italie pour les premiers temps, l'Espagne aussi, mais l'Espagne c'est très compliqué parce que c'est mêlé, il y a aussi la diffusion, il y a aussi le système mozarabe avec toute la culture écrite arabe et la culture écrite latine qui se mélangent avec en plus la culture juive, c'est un milieu très mélangé. Le sud de la France démarre aussi au même moment, ça remonte, mais en fait, il y a des lieux où ça va démarrer plutôt également dans le nord. La Flandre démarre très très tôt. Et puis alors ça va descendre vers, justement pour retrouver alors à peu près au niveau de la région parisienne, pour retrouver l'autre mouvement qui lui remonte du sud vers le nord. Donc en fait il y a des mouvements concomitants. Et l'Angleterre aussi. J'allais te demander, oui, l'Angleterre. Ouais. L'Angleterre est très très précoce en termes de documentation. Donc on ne peut pas dire c'est uniquement dans le monde méditerranéen parce que c'est par exemple l'influence de la culture méditerranéenne ou la culture arabe ou le retour de Rome. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais on n'a pas encore vraiment compris les choses. Ça, c'est une étude qu'il faudrait faire. Oui, parce que là, en même temps, de faire une quantification sur toute l'Europe, il y a du boulot, quoi. Oui, mais avec les outils actuels, je crois qu'on n'est pas loin de pouvoir y arriver. Ça donne des idées de sujets. Je me demandais aussi, pour cette explication de cette révolution, parce que c'est aussi, et tu me dis si je me trompe, aussi le moment du passage un petit peu du parchemin au papier, progressivement. Est-ce que là, il y a un peu aussi un lien avec cette révolution de l'écrit ? Parce que forcément, on a besoin de plus de production, le papier permet plus de production. Là, c'est toi le spécialiste. Oui, c'est clair que ça joue. Le parchemin, évidemment, ça coûte très très cher. Heureusement, la situation n'est pas mauvaise au XIIIe siècle. On est quand même dans le beau XIIIe siècle. L'économie va bien. Le climat, à cette époque-là, va bien. On est avant, quand voilà. C'est un peu plus compliqué. Après ça va aller beaucoup moins bien au XIVe siècle. Et puis après, encore moins. Donc là, le parchemin, on en a beaucoup. Mais il est encore assez cher. Et au même moment, on a cette explosion de l'écrit. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va s'appuyer sur tout ce que l'on peut. Et au même moment, on sait que le papier est en train d'arriver. Il arrive par le monde ibérique. Il arrive par le sud de la France. Il arrive par l'Italie. Oui, c'est pas une invention du Moyen-Âge. Le papier existe déjà depuis un moment. Non, ça vient de la Chine, et puis ça passe par le monde arabe qui le connaît et qui l'utilise sans arrêt. Et ça va revenir, donc avec la culture islamique, ça va revenir et ça va s'aimer partout en Europe à partir du XIIIe siècle. Mi-XIIIe siècle, ça commence à être connu. C'est pas super bien vu au départ d'écrire sur du papier. Ah bon ? Parce que, oui, le papier, c'est moins chic. C'est pas un support qui a l'air très, très solide. En tout cas, on ne le connaît pas. Et donc, comme on ne connaît pas, on en a peur. Et donc, comme on en a peur, on ne l'utilise pas trop. Mais à partir d'un certain moment, ça va avoir son succès. Fin XIIIe, début XIVe siècle, c'est parti. On commence à écrire sur du papier partout. Et notamment pour les documents qui sont des documents volatiles, des documents qui vont être vite démodés,
comme par exemple des comptabilités. Pas une comptabilité, forcément. C'est bien les comptabilités. J'adore ça. J'adore les... Enfin, pardon. Voilà. Non, mais c'est bien, tu as raison. Donc voilà, les comptabilités, c'est bien, mais surtout, malheureusement, pour le Moyen-Âge, on en a peu. Pourquoi ? Parce qu'on les liquide très vite. Très vite, après quelques années, après 10 ans, un registre comptable, qui va encore retourner pour voir un registre comptable ? Donc on les retrouve dans les livres de raison, donc parfois ça peut être utile. Ah oui, bien sûr. Donc c'est récupéré dans certains cas, avec certains objectifs. Mais une fois qu'on les a utilisés, souvent on les élimine. Et c'est le cas par exemple pour les tablettes de cire. Les tablettes de cire, parce qu'au Moyen-Âge, on utilise beaucoup les tablettes de cire jusqu'au XIIIe siècle. Donc pour la comptabilité Pour la comptabilité notamment. Mais une tablette de cire, en fait, c'est très cher. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On utilise la tablette pour l'année. Quand la tablette est finie, on a rendu les comptes, on a vérifié les comptes, tout va bien. Alors, l'année d'après, on efface et on recommence. Et donc forcément, là, évidemment, c'est assez radical. Le papier permet d'avoir une conservation un peu plus longue, pendant quelques années, 5-10 ans, et puis après ça, on les recycle aussi, ou on les détruit. Et c'est là qu'on peut avoir de la chance. Simplement, on peut avoir des archivistes un peu glandeurs qui ont laissé les registres comptables en papier dans un coin, qui se sont dit tant pis, je les laisse là, il y a de la place, on va les laisser. Et nous, on a beaucoup de chance parce qu'alors on retrouve en 2025 des séries comptables complètes depuis la fin du XIIIe jusqu'au XVe, XVIe siècle. On retrouve encore des choses comme ça aujourd'hui, dans des placards ou quoi ? Ou juste des fonds d'archives qui étaient mal rangés. Oui, souvent c'est plutôt des fonds d'archives mal rangés, mais il y en a. On peut encore faire plein de découvertes de documents. Énormément de découvertes. Là, il y a des endroits extraordinaires où il y a des fonds d'archives que personne n'est jamais allé voir, en France notamment, en Allemagne aussi, en Italie, dans les abbayes perdues où personne ne va jamais, en Autriche. Il y a plein d'endroits où des tas de documents attendent une seule chose, c'est qu'on ait un peu de courage de sortir de nos habitudes et pour aller les découvrir. Et justement, on va continuer à faire un lien avec ton ouvrage un peu plus récent sur les faux, le forge et le faux. Est-ce qu'avec cette révolution de l'écrit, on voit aussi une accélération de la création des faux ? Ou en fait, non, les faux, il y en a tout le temps ? Non, des faux, il n'y en a pas tout le temps. En fait, c'est l'inverse qui se passe. C'est tout l'inverse qui se passe. Et là, il faut revenir à la question de c'est quoi un faux ? C'est quoi un faux, en fait ? Et c'est ce qui a fait que le Moyen-Âge garde cette vision épouvantable. Enfin, garde encore pour beaucoup de gens. On a l'impression que les médiévaux sont des gens qui passent leur temps à s'arnaquer les uns les autres, avec la volonté de tromper sans arrêt le Moyen-Âge, l'empire du faux, comme je dis toujours. C'est quelque chose qui est... Cet état d'esprit, il est né quand ? À la Renaissance, à la fin de l'époque moderne. C'est toujours leur faute. Évidemment, c'est leur faute. Et en fait, ils se sont retrouvés dans un nouveau temps, ils se sont bien sentis que quelque chose changeait et ils ont voulu accuser, ils ont regardé d'un air dédaigneux la période d'avant, ils se sont dit non, quand même, quels gros naïfs ces médiévaux, ils croyaient dans des documents qui n'ont pas l'air très nets et donc ils ont donné cette réputation qui a survécu jusqu'à maintenant. Le Moyen-Âge reste encore le lieu que l'on qualifie de repère du faux. En fait, non, parce que simplement, il faut définir ce que c'est que le faux. Le faux, avant le XIe, XIIe siècle, le faux n'a pas de véritable sens, de véritable définition en soi. D'ailleurs, les médiévaux n'utilisent pas tellement le terme falsus, le terme faux en latin. C'est pas un mot qui est très commun, surtout pour qualifier les documents. À la limite même, quand des gens font des documents un peu bricolés, un peu faussés, parce que ça arrive, même avant le XIe siècle, ils ne sont pas toujours très nets, les médiévaux. Parfois, certains bricolent des documents, font des fausses chartes, enfin des chartes dans lesquelles ils ne disent pas la vérité, dans lesquelles ils essaient de trafiquer pour obtenir des revenus, des biens. Si, j'ai bien fait ça, donnez-moi maintenant une rente. Voilà, exactement. Donc là, forcément, mais évidemment, ce moulin m'appartient. Évidemment qu'il m'appartient. De regarder cette charte que j'ai rédigée hier et qui est censée être du 9e siècle, c'est bien la preuve. Donc évidemment, ça existe. Mais, alors la particularité, c'est que ça ne gêne personne tant qu'il n'y a pas de contestation, parce que c'est le moment où, justement, l'écrit a moins de valeur. Donc, beaucoup de médiévaux se mettent à utiliser l'écrit comme un lieu de création avant le XIIe siècle. Un lieu dans lequel on crée lorsqu'il y a un manque, lorsqu'il y a un trou dans les connaissances, un trou dans le savoir
Et là, par exemple, on ne sait rien de la vie de Jésus. C'est bien embêtant quand il était petit, quand il était enfant. C'est bien embêtant. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va rédiger la vie de Jésus enfant. Et ça fait un apocryphe. Il faisait des fanfictions, en fait. Exactement. Vraiment. C'est exactement ça. C'est exactement des fanfictions. D'ailleurs, c'est un sujet aussi qu'il faudrait étudier, c'est la fanfiction au Moyen-Âge. Je suis persuadé qu'il y a des choses à faire. Il y a un chercheur qui a fait il n'y a pas longtemps une étude, un théologien qui a fait une étude sur les fanfictions du début du Moyen-Âge, mais je pense qu'il faut reprendre le concept. Oui, Ouais. mais c'est Mais trop oui. bien. Mais oui, évidemment que ce serait bien. Donc voilà, on crée de toutes pièces quand on a des besoins. Et c'est un peu toléré de on écrit, voilà. Alors c'est toléré tant que ça ne gêne personne. Tant que ça ne gêne personne, tant qu'on ne se sent pas lésé, tant que c'est pas trop fort, tant que c'est pas trop gros, ça va, ça passe. Et donc, avec le XIIe siècle, qu'est-ce qui change ? Alors le XIIe siècle, justement, plein d'écrits, parce que l'écrit est de plus en plus nécessaire. Pour gérer, pour organiser, parce qu'on a de la culture se développe, parce que tout d'un coup, elle sort du monde religieux. Et là, forcément, le droit également, c'est important le droit, parce que le droit, c'est le droit romain, et le droit de l'Église qui suit après ça, c'est un droit qui est calqué sur le droit romain par certains côtés. S'il y a des juristes qui m'écoutent, ils vont sûrement me jeter des pierres, mais tant pis. Ils seront loin, t'inquiète. Voilà, ils me pardonneront peut-être un jour. Donc, le droit s'appuie sur l'écrit. C'est droit romain, il s'appuie sur l'écrit. Donc l'écrit doit avoir de la valeur. Et tout d'un coup, progressivement, l'écrit reprend de la valeur. Donc forcément, si l'écrit a de la valeur, on ne peut plus le falsifier. Si l'écrit commence à être important, si l'écrit commence à avoir une valeur juridique, si l'écrit commence à avoir une valeur sociale, si vous voulez lui faire confiance, ça devient difficile de commencer à faire ce qu'on veut. Oui, mais on pourrait penser que justement, vu que l'écrit devient important, on a encore plus besoin d'un document qui va prouver quelque chose dont on a besoin, qui nous arrange. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, au début, au XIIe siècle, c'est ce qui se passe. Au XIIe siècle, on est entre les deux. Donc là, il y a pas mal de gens qui commencent juste à bricoler l'écrit parce qu'ils se disent « c'est très important, donc je vais créer moi-même mes propres chartes ». Et il y a des moines dans tous les coins qui commencent à s'en donner à cœur joie et qui font des documents fictifs, faussés dans tous les coins. Mais très vite, à la fin du XIIe et surtout au XIIIe siècle, cette vision-là, elle est plus possible. Et il y a des beaux exemples. Un des exemples que je préfère, c'est le pape Innocent III. On est en 1198. 98. Qu'est-ce qu'il se passe ? Innocent III arrive au pouvoir et il apprend qu'il y a des gens qui font circuler des fausses lettres pontificales, des fausses bulles pontificales. Pas content, Innocent. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Innocent, alors, il fait une crise de nerfs. D'abord, il était probablement un peu sanguin. Il se met alors à essayer de voir comment ces gens ont procédé. Et puis, il les condamne. Il arrive à les récupérer. Il les condamne à la prison. On ne sait pas trop ce qu'il advient d'eux. Après, c'est plus clair. Mais à cette époque-là, c'est un peu flou. Là, il rassemble les faux documents. Il essaie de comprendre comment on fait des faux documents. Et puis, il dit, maintenant, c'est fini. Terminer les fausses chartes. Moi, maintenant, je veux des vraies lettres pontificales parce que c'est devenu un objet important. Donc, il y a un moment, il y a un temps de bascule où on est passé du moment où on peut faire un peu ce qu'on voulait, ou au contraire, on s'est complètement lâché, et puis le moment à la fin du XIIe siècle, début du XIIIe, où là, le faux devient ce que nous entendons par faux. Enfin, ce que nous entendons jusqu'à Donald Trump. Ce que nous entendions par faux. Ça, c'est encore un autre sujet, effectivement. Oui, je sais. Et là, est-ce que tu peux nous raconter, dans ton livre, tu donnes plein d'exemples au fil du Moyen-Âge. À part ce pape, est-ce que tu as peut-être d'autres cas ? Notamment, tu travailles aussi sur le côté islamique. Et donc là, on trouve aussi des faux de ce côté-là ? Alors, dans le monde islamique, on a aussi des documents qui sont faux. Alors, il y en a moins, mais il y en a quand même. Ça tient à autre chose, ça tient à ce que, dans le monde islamique, l'écrit n'a pas la même valeur du tout que dans le monde occidental, mais ne l'a jamais eu. Ça dépend des écoles juridiques. En fait, c'est vraiment un monde très compliqué. C'est pas aussi homogène que ce que l'on pense. Le monde islamique, c'est un monde qui est passionnant, qui serait là aussi étudié. Si vous avez envie d'apprendre l'arabe médiéval, franchement, foncez, parce qu'il y a des milliers de choses à faire et c'est un terrain extraordinaire à étudier. Et il y a des écoles juridiques différentes suivant les régions. Et chaque école juridique a sa propre vision de ce que c'est que le vrai et le faux, et ce que c'est que la valeur de l'écrit. Et donc là, on a évidemment des endroits où il y a plus de bricolage documentaire que d'autres. Il y a des endroits où c'est très très cadré. Mais le monde arabe connaît un peu une révolution de l'écrit un peu similaire, moins importante en termes de diversification, mais quand même on sent bien qu'il y a eu une augmentation de la part de l'écrit, parce que là aussi,
comme dans le monde occidental, d'ailleurs il faudra se demander un jour lequel influence qui, comme dans le monde occidental, à peu près au même moment, 12e, 13e siècle, peut-être un peu plus tôt dans le monde arabe, d'ailleurs dans le monde islamique, on a une reprise de valeur de l'écrit, ou plutôt une prise de valeur de l'écrit, puisqu'il n'est jamais perdu, lui, il était toujours assez bas. Donc là, tout d'un coup, à partir du 11e, 12e, dans le monde islamique, l'écrit prend de la valeur. Et ceci de manière généralisée, comme je te dis, c'est différent suivant les écoles, mais la plupart du temps, ça reste quand même une évidence. Donc c'est à ce moment-là que oui, là on va aussi attaquer le faux. T'as quoi comme faux pour cette époque-là ? Dans le monde islamique, on peut avoir des fausses chartes. Alors, j'utilise le terme charte, c'est peut-être pas le terme adéquat, mais on peut avoir des documents juridiques faussés. On peut avoir des textes de type religieux faussés aussi, trafiqués. Donc, il peut y avoir un peu de tout. Mais je te dis, on en a vraiment peu. En fait, c'est pas facile d'identifier. Le problème pour identifier les faux dans le monde islamique, c'est que comme on n'a pas énormément de documents conservés en grande masse, on peut difficilement les repérer. Le problème, il est là, en fait. C'est que pour pouvoir repérer le faux, il faut avoir des points de comparaison. Si tu n'as pas beaucoup de points de comparaison, c'est difficile de dire ça, c'est un vrai, ça, c'est un faux. Donc là aussi, c'est un autre problème. Donc là, en fait, ce que tu nous dis, c'est que là, en fait, tu n'as juste que amorcé des recherches et que là, il y a tellement de choses à faire. Évidemment, mais c'est ça qui est génial, évidemment. Là, il faudrait par exemple étudier le faux au XVe siècle complètement. Il faudrait reprendre la question du faux et la question de l'écrit de manière générale au Xe, XIe siècle. Tout le monde passe son temps à dire il y a une baisse de production de l'écrit au Xe, XIe. Et c'est vrai, il y a quelque chose de bizarre qui se passe. C'est la fin de l'époque carolingienne, c'est ce fameux creux dont je te parlais tout à l'heure. Ouais, mais on ne l'a jamais vraiment expliqué. Il y a des tas de chercheurs qui ont des hypothèses, mais ça ne va pas au-delà, et surtout sur l'écrit. Et donc là, il y a plein de choses encore à faire. Pour finir un petit peu dans ce côté un peu conseil de sujet, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui voudraient peut-être faire des recherches en histoire médiévale, est-ce que sur cette période de révolution de l'écrit, est-ce que toi, tu as peut-être un conseil de fond qui serait étudié, où toi, tu te dis, si clairement tu avais 4 vies devant toi, tu aimerais aussi faire ça ? J'ai pas 4 vies ? Peut-être. Bon, d'accord. Mais tu as des étudiants, c'est une façon d'avoir plein de vies de chercheurs. C'est vrai. Pour les exploiter, voyons. C'est vrai, tu as raison. Non, je n'ai pas besoin de les exploiter, ils feront tout ça très bien sans moi. Non, il y a plein de choses à faire, et ça c'est vrai, il y a plein de terrains. Alors, il faut reconnaître que sur l'espace belge, il y a encore des choses à faire, mais ça reste un peu difficile. Parce que tu as déjà tout fait, quoi, c'est pour ça. Enfin, et des gens avant toi aussi. Non, et je crois qu'il y a encore plein de terrains, mais qui sont déjà connus. Mais ça dépend ce que tu me demandes. Si tu me dis reprendre des vieux dossiers et les reprendre et complètement tout refaire, là je te dis on peut tout. Tout est possible. Tout est possible. Il y a plein de dossiers. On n'en a pas trop parlé du côté historiographique, mais en fait, notamment fin 19e, on a beaucoup d'historiens belges qui ont étudié plein de choses. Moi, je sais que le document que j'avais travaillé, c'était à partir d'un historien de la fin du 19e, qui avait fait un petit article dessus et tout ça. Mais il y a plein de choses à faire depuis, en fait. Évidemment. Mais est-ce qu'il y a des fonds, entre guillemets, inédits, où tu te dis, mais là, bon, ça prend du temps et il faudrait que les gens se mettent dessus ? Alors, par exemple, prenons des fonds. Alors, parlons d'espace. Il faut aller dans les dépôts d'archives en France, là où il n'y a pas d'université, dans les villes sans université. Parce que dans les villes sans université, la plupart du temps, tu sais, les profs dans les universités sont un peu paresseux, il faut le reconnaître. Je sais, j'en suis un. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils donnent des sujets liés au fonds d'archives dans la ville où ils sont, qu'ils ont un peu étudiés. Mais ils vont rarement donner des sujets dans des fonds d'archives qu'ils ne connaissent pas. Donc par exemple, quelle ville en fait pour être intéressante à explorer ? Chalon-sur-Marne, qu'est-ce qu'on pourrait encore trouver comme endroit complètement lointain. Du côté d'Albi, il y a des choses aussi. Du côté de... Oui, université à Albi quand même. Mais... Oui, à l'université, c'est vrai, tu as raison. Mais voilà, je sais qu'il y a des choses à faire quand même là-bas. Donc c'est là qu'on trouve, c'est dans ces endroits un peu perdus du point de vue documentaire, où il y a plein de fonds. Rodez, par exemple. Rodez, c'est une très jolie ville et en plus, il y a plein de documents passionnants, jamais étudiés par personne. Parce qu'en plus, on a des villes qui, au Moyen-Âge, étaient importantes, mais aujourd'hui, qui sont des petites villes, mais en fait, peut-être ont toujours encore des grands fonds d'archives. Oui, absolument. Ou des grands fonds, ou des fonds passionnants, ou des fonds parfois quelques pièces, mais qui méritent le détour. Oui, il y a plein de choses. Voilà, je pense que c'est bon, tu as lancé tout ça. Merci beaucoup, Paul Bertrand, déjà de nous avoir expliqué, parce que vraiment, je trouve que c'était important, même parce que là, à la fin, on parlait surtout aux chercheurs et aux chercheuses, mais pour le grand public, d'expliquer pourquoi, en fait, ce XIIe
siècle, XIIIe siècle est important, pourquoi la révolution de l'écrit est importante pour ensuite qu'on puisse l'étudier aujourd'hui. Donc merci beaucoup de nous avoir expliqué ça. Je rappelle, même si tu n'étais pas là, comme on disait, pour vendre ton livre, mais parce que c'est quand même important et pour en savoir plus, donc il y a notamment 2 de tes livres à recommander. Donc Forger le faux, le plus récent, qui est sorti au Seuil en 2025. Le sous-titre, c'est Les usages de l'écrit au Moyen-Âge. Voilà, c'est tout ce qu'on a dit. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus, notamment sur, bon, on n'en a pas parlé, mais peut-être un autre épisode un jour, on ne sait pas, les écritures ordinaires, voilà mon petit chouchou. Donc Sociologie d'un temps de révolution documentaire, ça c'est un peu plus lointain, dans le sens c'était en 2015, publication de la Sorbonne. Je l'aime beaucoup, vraiment, là tu vas me le dédicacer après l'enregistrement parce que j'y tiens. Merci énormément, merci beaucoup aux étudiants de l'Université de Louvain-la-Neuve d'avoir aidé à organiser cet enregistrement, d'avoir été très attentifs, d'avoir ri à nos blagues, parce que c'est toujours très important. On peut te retrouver, il me semble, si on veut savoir plus sur tes travaux sur les réseaux sociaux, parce que tu es assez présent. Je pense, de ta génération, il n'y en a pas tant que ça. C'est bien parce que tu montres comment la recherche est très présente, parce que les médiévistes ont toujours été sur Internet, ça je sais que c'est très présent, donc on peut trouver comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaites mettre en avant, ou c'est déjà pas mal? Écoutez Passion médiéviste. Oh c'est très gentil, merci beaucoup. Et auditeurs, auditrices, comme d'habitude, vous le savez, sur mon site passionmédiéviste.fr, je mettrai un petit article qui résumera un peu ce qu'on s'est dit, où je remettrai tous les conseils de lecture. On en rajoutera même d'autres avec les travaux d'un certain Michael Clancy notamment. On mettra des choses comme ça. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas, est-ce qu'il y a un sujet comme aujourd'hui, la révolution de l'écrit, sur lequel vous voudriez que je fasse le point? Peut-être, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me le dire. Je vous mets toutes les informations dans la description de l'épisode. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Passion médiéviste. Salut!